Tout à fait, on va effectivement parler de user acquisition, d'attribution et de mesures d'activité in-app. Et j'invite à nous rejoindre sur scène Tina Alvet d'AppsFlyer, Thibaut Leduc de Voodoo et Olivier Kouvarakis de Molotov. On peut les applaudir. Bonjour messieurs, bienvenue. Tina dans le fauteuil, Thibaut dans le canapé et Olivier. Merci à tous les trois d'être venus ce matin à ce 7e Mobile Marketing Forum. On va faire peut-être un premier tour de table pour se présenter. Olivier Kouvarakis, CMO est responsable des partenariats chez Molotov. Est-ce qu'on peut présenter en quelques mots, en quelques chiffres, Molotov, cette application qui a pour objectif de dynamiter le secteur de la télé depuis quelques années? Oui, on va être un peu plus humble. Avec une marque pareille, on imagine. Oui, voilà, c'était un nom de code au départ. On en a fait une marque. Et puis ça nous a porté chance. Donc Molotov est lancé depuis 2016, ça fait à peu près 3 ans maintenant, un peu plus. Et avec la vocation de distribuer la télé autrement, donc par Internet de façon en OTT. Et dans un modèle freemium, donc on est vraiment parti des codes digitaux, mobiles, pour les appliquer à la télé. Je parlais de succès parce qu'on va bientôt tourner les 10 millions d'inscrits sur la plateforme au mois de décembre. Donc on a énormément d'usages, il y a un vrai engouement et globalement on répond à un vrai besoin des utilisateurs qui est de regarder la télé en mobilité et de façon différente. Le gros de vos audiences est justement sur ces écrans mobiles, sur le smartphone? Alors j'y reviendrai. Le smartphone a une place clé, mais je crois que j'ai vu écrit pas tout mobile ou le mobile, pas mobile first uniquement. C'est vraiment le cas chez nous. Vous l'avez peut-être vu, on a le même parcours client que Netflix globalement dans l'esprit. Beaucoup d'utilisateurs rentrent par le mobile, mais l'usage, le temps passé, la consommation qui est clé globalement dans notre business se fait aussi beaucoup sur le grand écran, la télé et le desktop. Donc le mobile a une position clé. Mais ça reste majoritaire dans vos audiences, hein. Pas majoritaire. Ça serait dans l'acquisition, oui. Dans les audiences, c'est 50-50, on va dire. Très bien. À votre gauche, Thibaut Leduc. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin, donc responsable de la user acquisition et de la monétisation de Voodoo. Alors Voodoo, on a beaucoup parlé de vous sur le plan financier, parce qu'il y avait une levée de fonds colossale. Rappelez-nous les chiffres, 200 millions de dollars, c'est ça? Ouais. Avec Goldman Sachs, il y a maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc ouais, juste pour rappeler ce que c'est Voodoo, on est un créateur de jeux. On a aujourd'hui 5 studios en interne qui créent des jeux hyper casuels. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeux hyper simples à jouer, des parties assez courtes. Et on travaille aussi avec plus de 500 studios dans le monde. Donc on a une activité de publishing où on va les coacher sur la création des jeux et après on va s'occuper de toute la partie marketing, donc la user acquisition et la monétisation. On peut donner d'autres chiffres, hein. Je crois qu'en matière de téléchargement, on parle en milliards. Hein. On est en milliards. Depuis le commencement, on doit être quelque chose comme 2,6 milliards, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus les chiffres en tête. Donc ouais, c'est assez colossal, mais c'est dans tous les pays du monde, iOS, Android compris. Donc, et une société française, on le rappelle, évidemment, qui aujourd'hui brille, une des rares sociétés françaises d'ailleurs qui brille sur les App Store. Hein. Et ça va le rester. Très bien, merci d'être parmi nous ce matin. Et à votre gauche, Tina Alvet. Bonjour Tina, Bonjour. Merci d'être parmi nous, responsable du développement commercial en France de AppsFlyer. AppsFlyer, est-ce qu'on peut présenter cette société spécialiste aussi de l'univers applicatif? Donc en fait, effectivement, AppsFlyer est éditeur d'une plateforme d'attribution mobile et d'analyse marketing qui permet tout simplement de comprendre la lifetime value des utilisateurs. Et aujourd'hui, on a une part de marché globale de 72% dans le monde. Donc un leader mondial de l'attribution. C'est ça. Très bien, et qui accompagne donc les entreprises sur ce choix, une meilleure connaissance en fait du fonctionnement post-download, hein, c'est ça? Exactement. Voilà, une vision très héroïste de la plateforme. Et on va en reparler tous les trois. Alors on va peut-être parler justement avant de parler d'attribution, de user acquisition. Olivier, jusqu'à présent, ça a été quoi votre stratégie en la matière? Le gros des downloads, au début, c'était plutôt de l'organique et vous entrez progressivement dans de l'achat de téléchargement? On va dire qu'on a eu 2 phases. Dans tous les cas, ça a toujours été de l'organique, en grande majorité. On a eu une phase d'acquisition très forte au démarrage. On s'apprête à redémarrer sur 2020 pour accélérer. Et on a surtout, dès le début, stabilisé une grosse acquisition organique. C'est 90% aujourd'hui de notre acquisition. Tout est parti d'une approche très claire. C'était tout dans le produit, tout dans la qualité du produit.
dans sa fiabilité, ce qui n'est pas le cas de toutes les applications de streaming télé. Loin de là, vous avez pu le voir, il y a pas mal de bugs parce que c'est un modèle où il y a énormément de pics à un moment quand il y a un match, quand il y a des événements comme ça. Donc c'était tout sur la qualité du produit et énormément de travail sur l'ISO. L'App Store optimisation. L'App Store optimisation, qui nous a valu finalement d'être app de l'année 2 fois d'affilée dans le Google Play en 2016 et 2018 et app coup de cœur aussi sur Apple. Donc finalement, quand on a un super produit, qu'on en entend parler en bouche à oreille, qu'on va le chercher dans le store et qu'il y a une réassurance parce que c'est la première app qui ressort, ça nous aide beaucoup. Et on peut dire aussi qu'on a de la chance parce qu'on a un spectre d'intention qui est très large sur la télé. Quand on cherche télé, on cherche à la fois pour regarder la télé, on cherche les feux de l'amour, on cherche tout un tas de trucs. Et finalement, l'application qui permet d'accéder à ces contenus répond à toutes ces intentions. Je veux dire, Coyote, ça répond, ou WhatsApp, ça répond à la problématique de communiquer ou de trouver sa route. La télé, c'est tout un tas de sujets, quoi. Alors, votre application a longtemps été unique, c'était pratiquement le seul moyen de regarder la télévision sur un smartphone ou sur un téléviseur connecté. Avec la concurrence, vous ressentez le besoin peut-être d'investir un peu plus en achat publicitaire ? C'est pas tant la concurrence. La concurrence nous pousse, hein, parce qu'effectivement, c'est maintenant qu'il y a des parts à prendre. On parlait de levée, faire une levée comme on l'a fait en juillet, ça aide aussi pour accélérer. Donc, c'est ces deux éléments-là. Donc, oui, effectivement, ça nous pousse à avancer. On n'a jamais été vraiment les seuls, hein. Il y a toujours eu des applications chez les opérateurs en particulier. Il y a toujours eu MyCanal. On a toujours eu, par contre, un modèle très particulier. Freemium, et c'est ça qui nous a aidé, et aussi une exigence de qualité qui nous a poussé partout. Et en matière d'achat, donc là vous allez privilégier quoi, les stores justement, et peut-être des networks indépendants ? On y réfléchit en ce moment. Pour être très honnête, oui, on avait fait pas mal d'acquisitions via Google, Search Ad, mais encore une fois, le mobile est une porte d'entrée, et c'est pas la finalité de l'usage. Une partie vont consommer sur mobile, de nos utilisateurs, essentiellement dans des solutions d'appoint. Je veux regarder la finale de la Coupe du Monde de rugby le samedi après-midi dans ma maison de campagne. Mais c'est pas là qu'on a le plus d'engagement et c'est pas là qu'on devient la plateforme comme une box en fait d'usage. L'enjeu c'est vraiment de passer sur la télé. Donc on va avoir une double approche sur le mobile d'acquisition pour les faire passer sur télé et une approche de faire passer les utilisateurs directement sur télé. Et là du coup on va pas acheter dans les stores puisqu'ils sont pas sur télé. Thibaut, même question, comment on fait pour générer 2 milliards de téléchargements ? Nous, on a pris une stratégie totalement à l'inverse. Notre pourcentage organique, il est plutôt autour des 50%. Comme c'est quelque chose qu'on avait du mal à prédire et à estimer, du coup, on s'est dit, on va tout mettre sur la paie d'acquisition. Donc aujourd'hui, on travaille pas mal avec Facebook, Google, et aussi tous les ad networks un peu spécialisés dans le paid install, surtout dans le gaming, comme ironSource, Applevin. Donc on a basé. Vous avez tout testé en fait, hein, On a un peu tout testé. Test and learn. C'est ça, exactement. Je pense que c'est un peu comme tout le monde ici. Et voilà, en focusant un peu notre travail sur le visuel publicitaire, en itérant à fond sur qu'est-ce qui peut attirer l'utilisateur. Et voilà. Avec des créations particulièrement attractives, c'est ça, pour générer du clic, forcément. Exactement. Et voilà. On peut donner donc 50% principalement, c'est ça hein, sur le paid. C'est une proportion qui reste stable aujourd'hui ? C'est une proportion qui reste stable, oui. Pour à peu près tous les jeux, bien sûr, il peut y avoir des variations entre les jeux qui sont des blockbusters et les autres. Mais voilà, on est à peu près sur ce pourcentage-là. Et j'imagine que vous commencez aussi à vous appuyer sur votre propre parc d'utilisateurs pour promouvoir de nouveaux jeux, non ? Il y a aussi cette logique. Oui, on le fait déjà, mais à travers différents acteurs, différents networks, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité, on n'a pas la capacité algorithmique d'acquérir nos propres utilisateurs. Donc, on passe par des networks comme Applevin ou ironSource qui nous aident à faire ça. Donc, bien sûr, il y a un pourcentage de marge qui part, qu'on espère récupérer dans les mois qui suivent en créant notre propre outil qui nous permet de faire notre propre cross-promotion. Mais aujourd'hui, c'est vrai, la cross-promotion, c'est une grosse partie de notre acquisition, puisque forcément, on a aujourd'hui plus de 60 jeux, donc nos meilleurs utilisateurs, ce sont ceux qui jouent déjà au jeu Voodoo. Donc on aime bien les amener d'un jeu à l'autre. Très bien.
Tinal, on le disait, cette industrie, elle a finalement à peine 10 ans, hein, c'est la décennie du mobile, et il a fallu réapprendre avec de nouveaux outils pour, ne serait-ce que des choses aussi basiques que de distinguer des téléchargements organiques de téléchargements, et il fallait des outils comme le vôtre. C'est ça. En fait, AppsFire va clairement donner cette visibilité sur le split entre l'organique et le payant. C'est super intéressant le chiffre des 50% sur le payant. Nous, on a noté que sur les 6 derniers mois, en global, donc tout pays confondu, toute verticale confondue, on est plutôt à 35% payant, le reste organique. 2 tiers téléchargement organique, 1 tiers téléchargement payant, ça c'est les chiffres globaux sur 70% du marché à peu près évalué par AppsFire. Et des chiffres aussi très intéressants. On a analysé également le split en France, plus spécifiquement sur cette même période, on est autour de 42%. Donc la France est devant et relie beaucoup sur le payant. Donc Molotov investit pas assez, Voodoo investit un peu plus. Après, c'est vrai que, bien entendu, il y a une grosse... On va réinvestir. Et à proportion de 35%, c'est ce qu'on Ah, bonne nouvelle. Ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est qu'il y a aussi une grosse disparité en fonction du type d'app, de la verticale concernée. Bien entendu, plus spécifiquement sur le gaming et plus spécifiquement sur l'hyper casual, c'est une des verticales qui va le plus être dépendante du payant. Les derniers chiffres qu'on a en date, c'est 63% de payants sur l'hyper casual spécifiquement. Thibaut peut investir encore un peu plus. Sur les 6 derniers mois. On le comprend parce que les marques sont moins connues, il n'y a pas forcément des grandes licences, donc il faut un peu plus d'efforts pour faire connaître son produit. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a une très grosse disparité en fonction de la typologie de l'app. Après, je reviens un petit peu sur les leviers, les différents leviers d'acquisition. Nous, on pousse vraiment tous nos clients à tester en fait différents partenaires, différents leviers, comparer les résultats. C'est vraiment important pour nous. Il y a des chiffres justement entre, on va dire, le search, enfin l'achat sur les grands stores et puis l'achat sur des networks un peu indépendants. Bien sûr, donc on aide les annonceurs en fait à prendre une décision. On est complètement indépendant, hein, mais du fait de cette analyse de données qu'on a sur cette portée sur les 72% de part de marché, on a sorti un rapport de performance qui permet d'aider les annonceurs à choisir quelle est la meilleure source d'acquisition en fonction de la verticale, en fonction de la géographie. Est-ce que c'est un jeu plutôt mid-core, hardcore, hyper casual? Est-ce qu'on est sur une app plus entertainment, social media? Et ça permet en fait de prendre sa décision sur quelles sont les priorités, sur les sources médias que je pourrais tester et voir le ROI derrière. Très bien. Olivier, si on parle justement de paid, est-ce qu'il y a des difficultés que vous anticipez sur ce levier? On parle parfois de fraude, hein, il y a toujours ce risque, on va en reparler avec Tinal, des problématiques d'opacité, parce que c'est plus compliqué hein, évidemment de générer des téléchargements payants que de simplement des clics payants sur le web. Là, il y a ce mur un peu du store hein, qui rend les choses un peu opaques, non? Effectivement, c'est là qu'on a besoin d'un partenaire pour nous aider à gérer toute l'antifraude en termes de volume, surtout qui vont devenir conséquents. On a des sujets d'attribution aussi, parce qu'on parle beaucoup de mobile, je parlais de télé également, mais on a des ruptures là-dessus qui sont même au départ. Donc l'attribution sur télé, savoir quand quelqu'un nous a choisi sur une télé Samsung, sur une télé Android, il n'y a pas d'outil là-dessus aujourd'hui sur le marché. C'est extraordinaire, c'est les télés connectées, mais il y a une sorte de boîte noire, on ne sait pas d'où vient le téléchargement. On ne sait même pas, les stores sont pas, alors je ne mets pas Android, mais sur Samsung particulièrement et sur les autres fabricants comme LG qui font 50% du marché. On n'a pas la même Tinal, chez AppsFire, vous ne faites pas encore les télés connectées Si on fait les télés. Ah bah mais, voilà, tu vois, tu vas me faire changer d'avis. Mais globalement, on voit qu'on n'a pas le même parcours. Donc on est obligé aujourd'hui de bricoler avec d'autres outils comme Amplitude pour mesurer nous-mêmes, j'allais dire, l'attribution dans une fenêtre temporelle donnée entre le moment où on a communiqué et le moment où l'utilisateur a pu faire une action d'acquisition, de transformation sur télé. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et du fait de cette opacité, vous avez été victime de fraude dans le passé ou non, parce que en tout cas, ce marché-là aujourd'hui est émergent sur la télé. Je suis assez persuadé, alors peut-être pas l'année prochaine, je voyais Forrester, mais dans les années qui viennent, que ça va boomer. Parce qu'avec, j'allais dire, il y a des milliards qui sont investis dans les contenus sur des plateformes de streaming comme Netflix, Disney, dont la destination finale, c'est quand même la télé. Ouais. En termes d'usage, il y aura du mobile évidemment, mais ça restera quand même la télé. Et ça reste le meilleur endroit pour promouvoir, j'allais dire, ces séries. Donc quand on met des milliards dans les contenus, je pense qu'il y aura quelques milliards qui vont tomber quand même dans de la publicité télé. Très probable. Thibaut, également, le paid, ça a été un sujet qu'il a fallu surveiller de manière particulière. Oui, après, nous, on est plutôt un mauvais élève là-dessus. On n'a pas vraiment de solution anti-fraude. On vient à peine de changer d'outil d'attribution.
on a été aussi victime de fraude, et pour les détecter, en fait, on fait un peu des analyses, mais qui sont, on va dire, ponctuelles. Si notre outil d'attribution remarque un peu une activité particulière. Nous, on est sur on va dire, un cycle de téléchargement assez court entre le clic et l'install. On dit c'est pas la même chose qu'avec avec Molotov, où ça prend à peu près 1 minute, et donc on est capable d'analyser un peu le comportement utilisateur et le comparer à certaines sources qu'on peut dire de fraude, et on peut prévenir. Donc là aussi, vous avez plutôt opté pour une sorte de bricolage interne avec des outils longtemps maison? Ouais, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas de solution sur laquelle on est 100% satisfait. Ça. Mm. Mais ouais, on sait que c'est un sujet, on se le cache pas, mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Enfin, Tinal, évidemment, chez AppsFire, c'est votre sujet. Hein, il faut travailler avec un mesureur indépendant qui est capable justement de traquer ça et notamment de lutter contre la fraude. C'est ça. Donc déjà, nous, on est complètement indépendants. Notre objectif, c'est vraiment de remonter la donnée la plus juste auprès de nos clients. Donc on n'a aucun intérêt à privilégier une source plutôt qu'une autre. Hein. L'objectif, c'est de fournir la transparence sur la donnée et des données non biaisées. Pour revenir sur le sujet de la fraude, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Hein, finalement, on en parle depuis assez longtemps. Je dirais juste qu'on a constaté une évolution des différentes typologies de fraude. On peut peut-être déjà donner quelques chiffres. Ça représente quoi, un peu plus de 10% des téléchargements qui sont frauduleux? C'est ça, sachant que aussi toutes les verticales et les types d'applications ne seront pas égales. Donc clairement, sur le gaming, on voit que c'est une des verticales qui est assez peu touchée par la fraude, parce que du coup, effectivement, les marketeurs analysent de très près la donnée. Tandis que sur d'autres types de verticales, type retail, e-commerce, des apps J'avais retenu un chiffre, je crois que dans le secteur bancaire, on monte à près de 50%, je crois. C'est ça, un peu plus de 50%. Ça veut dire que des grandes institutions bancaires qui peuvent mettre 1 million d'euros d'investissement, elles peuvent perdre la moitié de cet investissement en faux téléchargement. Exactement. Et là, sur ce type de verticale, on sera plutôt sur des fraudes à l'installation, donc des fraudes plutôt classiques. La tendance qu'on voit... On peut expliquer ce que c'est que ce type de fraude? Ce sont en fait des téléchargements organiques qui sont revendiqués, c'est ça, par un acteur publicitaire? Exactement. On paye ce qu'on n'aurait pas dû payer. Exactement. Donc ce sont des installations qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement, via différentes techniques. Ça peut être du bot, ça peut être de des fausses installations. Ouais. Voilà, du flooding de clics pour inonder les clics jusqu'à être reconnu comme installation. Et ce qu'on voit, c'est que la tendance évolue et on est un petit peu moins sur de la fraude à l'install, mais sur des techniques un peu plus avancées de fraude in-app. Donc la génération de fraude sur des bots qui vont répliquer des comportements humains. Sur le jeu, ça peut être vraiment des événements in-app, de passer d'un niveau à un autre. Donc la fraude évolue constamment, en fait, c'est un sujet... Et les fraudeurs, aujourd'hui, je crois qu'ils ont des grandes usines avec des milliers de smartphones qui simulent les installations, qui simulent les comportements in-app pour ensuite revendiquer la commission, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle les fermes à device. Donc ce sont des fermes littéralement de plusieurs... milliers de smartphones, c'est ça, en batterie, qui sont utilisés. On voit que cette tendance-là est c'est un petit peu moins le cas actuellement. Ce qui prend le relais, c'est plutôt les fraudes in-app, et notamment sur le gaming, qui est une verticale très peu touchée finalement par la fraude. On voit que cette tendance est de plus en plus importante sur la fraude in-app. Olivier, on parlait d'une mesure indépendante. C'est important dans l'univers in-app parce que sur le web, on a peut-être pris des mauvaises habitudes avec souvent une même entreprise qui est jugée partie, qui vend des clics et qui les mesure. Est-ce que c'est important pour vous de travailler désormais avec des acteurs indépendants dans l'univers in-app? C'est clé parce qu'on n'a pas les mêmes mesures, j'allais dire, d'un network à un autre. Si on veut avoir une attribution cohérente à la fin de la journée, il faut qu'il y ait un tiers. Donc c'est indispensable. Je pense qu'on a beaucoup évoqué la fraude qui est un sujet, mais la clé de départ, c'est quand même d'avoir un dashboard simple, homogène et lisible et exploitable au quotidien à un seul endroit. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Thibaut, même raisonnement, il faut un mesureur indépendant, un tiers de confiance. Totalement d'accord, et un juge qui permet justement de bien attribuer, et même les partenaires avec qui on travaille, c'est ce qu'ils demandent forcément. Donc je suis totalement d'accord.
Ouais, Tinel, on le disait, hein, c'est un des positionnements d'AppsFlyer, avec aussi la volonté de proposer une mesure cross-device, people-based, hein, c'est l'avenir aussi de ce type de tiers de confiance. C'est ça. En fait, on s'est tout simplement rendu compte que parmi nos clients, dans l'univers applicatif mobile, certains de nos clients avaient aussi une partie web qui est très importante. Et c'est pour ça qu'on a développé en fait une mesure possible au niveau du cross-device, cross-platform. Donc en fait, on récupère le Customer User ID qui va permettre de faire le matching entre 7 utilisateurs qui auraient commencé son parcours typiquement sur le web, mais qui va finir son parcours sur son application. Donc on a vraiment une vision 360 de tout son parcours, où clairement aujourd'hui, sans cette analyse-là, on se dirait on a un utilisateur qui vient sur l'applicatif, mais on ne connaît pas l'historique, on ne connaît pas les différents points de touche et points de conversion qu'il a pu avoir auparavant. Très bien, en tout cas pour les gens qui étaient à avoir un tiers de confiance dans l'univers in-app, ils pourront aussi avoir un tiers de confiance sur le web et avoir cette vision unifiée grâce à AppsFlyer. Un petit mot sur ce qui se passe après installation. Olivier, j'imagine vous ne faites pas que des downloads, vous regardez évidemment que les gens utilisent l'application, voire basculent dans le premium. C'est quoi les KPI que vous monitorez? Il y en a essentiellement un, je pense que comme tout le monde dans la salle, c'est vraiment les premières minutes, les premières heures qui comptent. Nous, on a vu un phénomène évident sur le fait de regarder ou pas une émission, un flux live dans les premières minutes, premières heures. Ça conduit à avoir un uplift, une croissance quasiment x3 de rétention à M+1 au mois d'après, entre ceux qui ont regardé dans l'heure un contenu versus ceux qui l'ont fait, qui l'ont pas fait, ou ceux qui vont le faire un peu plus tard. Donc l'enjeu, il est vraiment d'accrocher ce watch dès l'ouverture de l'application et dans un temps raisonnable de quelques jours, de l'engager par la compréhension des services, parce que justement Molotov, c'est pas juste regarder la télé, c'est enregistrer, c'est skipper, c'est tout un tas de fonctionnalités plus avancées. Et là, un peu comme partout, hein, c'est bien lui faire comprendre ce qu'il peut faire très vite pour qu'il reste engagé. Et comment vous faites concrètement ? Alors il y a pas mal d'outils, il y en a essentiellement deux, on va dire. Il y a des outils produits. Sur le watch, là typiquement on est en train de réfléchir à faire en sorte que lorsque l'application s'ouvre, la première fois il y a directement un watch, donc un peu comme quand on allumait sa télé. C'est assez marrant parce que ça boucle, hein, on revient il y a 50 ans, j'allume et j'ai ma télé. Après pour les fonctions plus avancées, on invente et on teste. On a inventé ou copier-coller ce qui se fait chez Tinder, donc on a fait un Tinder des programmes pour faire découvrir l'enregistrement. Donc vous avez une fiche programme, vous swipez gauche-droite, vous connaissez tous le principe, et ça vous permet de mettre soit dans une wishlist, soit dans un enregistrement. Donc ça vous fait comprendre un peu ce qui se passe, et ça marche très très bien dans le temps. Donc ça c'est un volet plutôt produit, et on a un volet évidemment offre, qui est toutes les offres de try and buy carte bleue, donc qui permettent de découvrir sans payer, tout en ayant un minimum d'engagement. Tout ce qui est win-back pour faire revenir un peu après. Donc voilà, donc c'est essentiellement des leviers d'offres et des leviers produits. Thibaut, même question, vous traquez les installs, mais évidemment aussi tout ce qui se passe après. Oui, alors il faut savoir quelque chose, c'est pour Voodoo, 95% de nos revenus viennent de la publicité. Donc en fait, la première chose qu'on va regarder, c'est la fréquence publicitaire. Donc le nombre de pages vues, le nombre de bannières qui vont s'afficher dans l'appli. De publicité, d'interstitiel vu ou de reward vidéo vu. Donc bien sûr, à la base, quand on va créer le jeu, on va bien sûr pas mettre de publicité, mais on va plus regarder la rétention et le nombre de temps passé dans le jeu, puisqu'on sait très bien que plus le joueur passe de temps dans le jeu, plus on pourra lui afficher de pubs. Et une fois qu'on intègre les pubs, là, ce qu'on va regarder, c'est le nombre de pubs vues à 7 jours. Donc voilà, on va optimiser toute la création du jeu là-dessus et toutes les itérations sur ce jeu sur l'augmentation de la fréquence publicitaire. Et vos stratégies d'acquisition publicitaire, elles sont basées sur ces KPI d'engagement plus que la pure acquisition ? Oui, évidemment, parce qu'on est assez ROI focus comme pas mal de gens ici. Le problème de la pub, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu une black box, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement combien de revenus sont générés par un utilisateur, puisque les networks avec qui on travaille ne fournissent pas cette information. Donc oui, on va se focaliser sur le nombre de publicités vues. Avec cela, on peut prédire à peu près la LTV d'un utilisateur, et donc ça va totalement driver notre acquisition et combien on est prêt à payer pour cet utilisateur. C'est ça, et concrètement, ça vous amène à choisir tel ou tel network qui est... Exactement, ouais.
et notamment peut-être vos propres applis où il y a déjà des joueurs, on imagine que ça marche bien? Oui, parce qu'en fait, au-delà du network, en fait, on va même mettre un bid, mettre un CPI à la source, à l'application. Donc, bien sûr, c'est un prix qui va varier entre les applications, puisque, bien sûr, il y a des similitudes entre certains jeux. Donc, les utilisateurs d'un jeu vont être plus à même de télécharger un jeu qui correspond à ce même jeu. Tinal, générer des downloads, c'est bien, mais évidemment, on l'entend, on va préférer générer des utilisateurs, voire des clients, et on peut choisir ces networks en fonction de ces KPI. C'est ça, exactement. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de remonter tous ces KPI pour aider nos clients à prendre les meilleures décisions dans leur stratégie d'acquisition. Ce qu'on recommande, toute la plateforme a été basée sur une vue lifetime value, donc vraiment la valeur vie de cet utilisateur-là, avec une vision très héroïste. L'objectif, c'est vraiment de comprendre le ROI derrière chaque campagne. Ce qui est important de mesurer également, c'est la désinstallation de l'application. Donc pour vraiment comprendre la rétention, de s'éloigner un petit peu juste du nombre d'installs, mais de comprendre sur cette source-là, sur cette même source qu'on la course aux installs, elle est un peu passée derrière nous. Exactement. Donc vraiment essayer d'aller loin et de manière très granulaire également sur la rétention, proposer tous ces différents KPI, que ce soit le revenu par utilisateur, les CPA, etc. Donc tous ces KPI sont disponibles au sein même de la plateforme. Olivier, quand on se focalise sur la LTV, la lifetime value, est-ce que ça dégage des marges aussi peut-être pour investir plus, pour acheter plus cher parfois? Nous, c'est la logique qu'on va avoir. On est dans une phase d'acquisition de parts de marché. Donc effectivement, on va pas forcément focaliser sur l'augmentation de la marge ou du PNL pour un utilisateur en ce moment. L'idée, c'est plutôt effectivement d'investir tant qu'on reste dans un cycle vertueux où on n'est pas dans une rentabilité marginale décroissante, quoi. Donc tant qu'on est là-dedans, on va continuer à investir. Thibaut, votre titre, c'est responsable de la user acquisition et de la monétisation. Exactement. Et Voodoo a estimé qu'il fallait précisément fusionner ces deux fonctions pour que toute l'acquisition client soit basée en fait sur les chiffres de monétisation. C'est ça. En fait, un UA manager, ce qu'on appelle dans le milieu, va s'occuper en même temps de justement la user acquisition, mais aussi de la monétisation. Donc, d'acheter l'utilisateur le moins cher possible et le vendre le plus cher possible. Ça, c'est la logique à court terme, mais si on voit que finalement la monétisation est bonne, que la LTV s'allonge, on peut investir un peu plus? C'est ça. Aujourd'hui, chez Voodoo, on a de la chance d'être financièrement assez confortable. Oui, Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de budget vraiment défini. On a un pourcentage de marge qu'on veut atteindre. Et une fois qu'il est atteint, on peut bien sûr dépenser autant qu'on veut. Et pour chaque nouveau jeu, c'est un défi. Vous ne connaissez forcément pas à l'avance le niveau de monétisation, donc il faut ajuster très vite. C'est ça. On a un peu une période de battement qui est de une semaine, où notre but va être d'atteindre le top des stores. Et une fois qu'on a assez d'informations sur justement le nombre de publicités vues par joueur, dans ce cas-là, on peut un peu réajuster le prix par utilisateur. À la baisse si le jeu ne marche pas trop, voire à la hausse si ça marche bien. Exactement, ouais. C'est vraiment un pilotage quasiment au jour le jour? Ouais, c'est au jour le jour et on a de la chance d'avoir, contrairement à Molotov, nos utilisateurs vont générer le gros de leur chiffre d'affaires peut-être 3 ou 4 jours après l'installation. Donc c'est beaucoup plus simple à piloter que, à mon avis, quand c'est une LTV qui est sur un an ou plus. Mais peut-être avec des modèles qui vont évoluer, parce que je crois que vous allez faire des jeux de plus en plus premium à l'avenir. Exactement, on essaie de se diversifier avec des jeux un peu plus complexes, avec un peu plus de profondeur. Le problème justement d'avoir des jeux qui sont extrêmement simples fait qu'on doit les renouveler assez souvent, puisque les utilisateurs se lassent. Donc on essaie on a plusieurs parcours de diversification, et un des parcours, c'est de faire des jeux un peu plus complexes, un peu plus casual. Tina, là on le voit, c'est la LTV aujourd'hui et les revenus générés sur l'ensemble de la vie de l'application qui vont piloter en fait paradoxalement l'acquisition. C'est ça, et on va pouvoir récupérer tous les revenus générés par les achats in-app, l'ad monétisation, l'ad revenu, également les revenus générés par les abonnements typiquement. Et c'est un peu un cercle vertueux, plus on voit que les revenus générés sont importants, plus la LTV sera améliorée, plus on va mettre du budget et plus on va augmenter l'AUE. Donc c'est un peu un cercle vertueux, mais évidemment alimenté par les données, notamment fournies par AppsFlyer. Je vais vous demander à tous les trois un hashtag de conclusion. Il nous reste un peu moins d'une minute. Olivier, ça serait quoi ce hashtag de conclusion, ce qu'il faudrait retenir?
Alors, j'ai un hashtag, mais il n'est pas en lien à ça. Nous, je mettrais hashtag diversité culturelle et exception culturelle. Mais voilà, c'est ce qui reflète ce qui nous motive, en tout cas, chez Molotov. Très bien, et on invite tout le monde à télécharger l'application Molotov pour profiter de vos flux et de vos programmes pendant les prochaines semaines. Merci en tout cas Olivier. Thibaut, également un hashtag de conclusion. Oui, il va rien à voir avec le mobile, mais ce hashtag souviens-toi, c'est pour toi Jérôme, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais tu étais mon professeur à l'EMI. Mais j'ai pas l'impression que tu Si, je me disais bien. Ouais. Voilà. C'est toi qui l'as pas marqué en fait. Non, voilà. Très bien. Merci pour cette révélation. Comme quoi, j'ai dû être un bon professeur. Merci en tout cas, Thibaut. Et à l'époque, déjà, on disait que le mobile serait évidemment incontournable. Et bravo pour ce parcours. Et en tout cas, on invite tout le monde aussi à télécharger les applications. Évidemment. Tinal, le mot de la fin pour AppsFlyer. Je dirais hashtag croissance. On a ouvert notre bureau parisien il y a un petit peu plus d'un mois. Donc voilà, on recrute pas mal de profils à travers le monde. Donc n'hésitez pas à postuler sur notre site. Très bien, merci à tous les trois, on peut les applaudir. Merci.